Mon livre antisocial est sorti aux éditions Plomb. Alors qu'est-ce que j'appelle l'antisocial? C'est très simple, c'est un projet complet de démolition du modèle social français. Prenons l'exemple des services publics. Ce qui se passe est systématiquement la même chose. D'abord, vous avez une réforme qu'on présente comme un statut juridique, sans changement de statut juridique, c'est-à-dire on va transformer ça en une entreprise au lieu d'être un service public intégré à l'État. Et on vous dit c'est juste un changement technique. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous vous retrouvez avec, au fait, il y a une réglementation européenne qui dit qu'une entreprise ne peut pas être en monopole. Comme c'est ballot, c'est pas du tout fait exprès, donc maintenant on va ouvrir à la concurrence. Mais comme pour devenir un concurrent sur des activités aussi énormes, par exemple la téléphonie, vous vous retrouvez avec uniquement des très grosses entreprises, des très gros capitaux, des très grands oligarques qui vont pouvoir entrer sur ce marché. Résultat, invariablement, vous vous retrouvez avec 4 ou 5 grandes firmes qui se partagent le marché et qui donc vont être en situation de rente ensemble sur le dos des consommateurs. Et donc, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec le gaz, c'est ce qui s'est passé maintenant avec la téléphonie il y a quelques années, c'est ce qui est en train de se passer avec la SNCF, c'est-à-dire qu'on vous parle d'ouverture à la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, vous allez avoir 4 ou 5 grandes firmes qui vont se partager une rente de situation sur les rails français, sur le dos des consommateurs, ce sera plus cher, moins de gens pourront s'offrir la chose, donc on passe d'un service public du rail accessible à tous à un oligopole du rail qui n'est accessible qu'à ceux qui peuvent se le payer. Alors, les services publics ne sont pas la seule cible, si vous regardez bien. Par exemple, il y a l'idée aussi de démolir nos protections au niveau du Code du travail. Donc ça, ce sont les ordonnances Macron récentes, avant ça la loi El Khomri, et avant ça plein d'autres réformes malheureusement. Et donc l'idée, c'est simplement, on va rendre plus facile de se faire virer. Prenons un exemple, dans les réformes récentes, il y a eu le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors, ça a l'air un peu technique comme ça, mais en réalité c'est très simple. Ça veut dire que plus votre salaire est bas, et plus votre ancienneté est basse, plus il y aura un maximum d'indemnités auxquelles vous avez droit en cas de licenciement abusif qui sera faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se développe à l'heure où je vous parle dans plein de boîtes un phénomène particulièrement malsain qui est bon ben voilà, les licenciements abusifs, c'est pas grave, j'ai un budget pour ça. J'ai mon budget licenciement abusif. Donc il y a plein d'autres choses qui se passent comme ça. Par exemple, au niveau des retraites, on vous dit beaucoup, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Cet argument est un pur mensonge. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je vous parle, déjà à l'heure actuelle, alors que la retraite normalement c'est 62, 63 ans, vous vous retrouvez avec un âge moyen réel auquel les gens prennent leur retraite qui est de 58 ans et demi. Donc, quand les réformateurs arrivent la bouche en cœur à vous dire on va repousser l'âge légal de départ à la retraite, on va repousser le nombre de trimestres, on va augmenter le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous tous, on arrête de bosser en réalité déjà plus tôt. Eh bien, ça veut dire qu'en repoussant la borne que de toute façon des millions d'entre nous n'atteindront jamais, vous allez simplement baisser le montant des retraites auxquelles on a droit. Donc la prochaine fois que vous entendez « on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps », mensonge, en réalité on est simplement en train de baisser nos retraites. Donc vous prenez les différents thèmes sur lesquels on a des solidarités et des services publics, et c'est ce qui se passe systématiquement. L'éducation nationale, à l'époque où un certain M. Blanquer était le haut fonctionnaire en chef de l'éducation nationale, vous avez eu 80 000 postes d'enseignants qui ont été supprimés, etc., etc. Donc c'est valable pour les retraites, c'est valable pour la santé. La santé, à l'heure où je vous parle, en résumé, avant, chaque hôpital, donc l'hôpital c'est le public, les cliniques c'est le privé, chaque hôpital avait un budget pour l'année et puis se débrouiller avec. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que l'hôpital doit facturer chaque prestation à l'argent public et ensuite, en fonction des factures, il est payé. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que concrètement, il y a une course à la rentabilité dans les hôpitaux et au lieu de faire du soin, au lieu de prendre le temps de s'occuper des patients, qu'est-ce qu'on fait? On fait du chiffre, on passe quelques minutes par patient, on essaie d'optimiser l'occupation des lits, on ferme des services parce qu'ils ne sont pas assez rentables et on fait même, dans certains cas, des actes médicaux qui ne seraient pas forcément indispensables, mais il se trouve qu'ils sont très rentables, donc on va vous les suggérer quand même à vous, patients. Et vous vous retrouvez avec, alors je vous parle, un taux spectaculaire de personnel soignant, je dis bien de personnel soignant, qui est en burn-out à force de ces cadences. Résultat des courses, avant ces réformes antisociales dans l'hôpital, le système de santé français était classé par l'OMS premier du monde. Et bien une quinzaine d'années après, il a chuté à la 15e place. Voilà où on en est, donc bravo les gars, super gestion. Alors, comment des réformes qui finalement nuisent à l'écrasante majorité des Français peuvent être déployées et ça passe? Pourquoi ça passe?
C'est simple, c'est que parallèlement à ça, s'est développé, il faut appeler les choses par leur nom, un système de propagande. Un système de propagande qui consiste à répéter en boucle dans l'espace public des mensonges. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez des grands médias privés qui, à l'heure où je vous parle, je parle des grands médias audiovisuels, mais malheureusement c'est aussi le cas de la presse écrite. Vous avez donc ce système-là qui se retrouve à être dominé en termes de propriétaires par une poignée de très très riches, une poignée de milliardaires. C'est ce que Aristote appelle des oligarques, c'est-à-dire des gens qui cherchent à régner à leur propre profit de petites minorités au détriment de tous les autres. Et pendant ce temps-là, vous avez des gouvernements qui sont sur une ligne politique qui est la même et qui dominent hiérarchiquement les médias audiovisuels publics. Donc vous avez le même catéchisme antisocial qui est à la fois diffusé par les grands médias privés, qui sont tous donc sur une ligne oligarchiste, et pendant ce temps-là, les grands médias audiovisuels publics répètent la même chose. Raison pour laquelle, bizarrement, vous avez plein d'éditorialistes dans plein de médias audiovisuels différents, privés ou publics, et pourtant, ils vous racontent tous la même chose. Quelques exemples de ce que vous avez déjà tous entendu. Les chômeurs. La grande réforme nécessaire pour pouvoir réduire le chômage, c'est tout simplement de durcir les contrôles sur les chômeurs. Vous avez tous entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es chômeur, c'est de ta faute. Que quand tu es chômeur, c'est que tu n'as pas cherché assez. Cet argument est totalement faux, il est factuellement faux. La preuve, selon Pôle emploi, vous avez 120 000 postes qui restent sans occupants parce qu'il n'y a pas eu de candidat qui a pu être recruté pour ça. 120 000 par an. Les postes libres, c'est ça. Il y a combien de chômeurs en France métropolitaine? 5 600 000. Donc, même si par miracle tous les postes vacants étaient pourvus, vous auriez quand même 98% des chômeurs qui resteraient au chômage. Donc tout le système de Pôle emploi qui consiste à faire du flicage des chômeurs, à faire du harcèlement moral des chômeurs, il n'y a pas d'autre mot, à leur mettre la pression, la pression, la pression encore et encore, en réalité c'est un gigantesque système de chasse au Dahu, c'est-à-dire qu'on les force à chercher un boulot qui en réalité n'existe pas pour 98% d'entre eux. Donc on culpabilise les gens par rapport à une situation de chômage qui n'est pas de leur faute, c'est à cause des élites que nous avons qui n'arrivent pas à créer suffisamment d'emplois pour tout le monde, quoi qu'ils nous racontent. Donc, autre exemple de mensonge qu'on vous répète en boucle, le fameux statut des cheminots. Il y a eu unanimité des éditorialistes pour vous dire quand même, le statut des cheminots, c'est une situation privilégiée. Alors, si on regarde non pas leur âge de départ dans la retraite autorisé, qui est effectivement très bas, mais leur âge de départ réel, il est grosso modo de 58 ans, c'est-à-dire à peu près autant que la moyenne des Français. Quant à leur salaire en réalité, lui aussi, c'est dans la moyenne des Français. Donc, littéralement, c'est complètement faux de dire que les cheminots seraient dans une situation de privilège. La preuve, si les cheminots étaient des privilégiés, les ministres, les députés, etc., caseraient leurs propres enfants à un poste de cheminot, si c'était à ce point un truc formidable. Ils ne le font pas. Au contraire, les cheminots, c'est un boulot tellement dur qu'ils ont du mal à recruter à l'heure où je vous parle. Donc, en résumé, on est maintenant dans une situation où on a un rouleau compresseur en marche arrière par rapport à notre modèle social pour passer à une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus injuste, avec d'un côté des gens qui vont bien, à peu près un tiers de la population, un quart, un tiers de la population. Ce sont les classes moyennes supérieures, ils vivent dans des centres-villes, il n'y a pas de chômage pour eux, ils vivent entre eux, ils vivent littéralement entre eux. Quand vous regardez par exemple la sociologie de Paris ou de Lyon, c'est devenu vraiment des villes massivement habitées par des classes moyennes supérieures, ils mettent leurs gosses dans les mêmes écoles, etc. Et le paysage médiatique, le débat public, quand vous regardez qui y a sur les plateaux et quelles sont les idées qui sont exprimées, c'est un débat entre gens des classes moyennes supérieures. Et pendant ce temps-là, les réformes qui sont engagées sont systématiquement des réformes au détriment de tous les autres. Et donc, on a vraiment une dynamique où les gens qui sont en position supérieure sociologiquement sont en train d'accumuler des réformes, soit en tant que décideurs, soit en votant pour ces réformes, qui sont au détriment de tous les autres. Donc on peut parler en quelque sorte de révolte des élites. Les élites du pays sont en train de gouverner contre le reste de la population.